Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je salue monsieur le sénateur Hugonnet qui nous fait le plaisir d'être là, comme je pense chaque année. Je crois qu'il doit bien aimer venir ici dans cette salle. Je remercie l'Aglo qui nous la prête. Je vais en profiter pour dire, non pas donner les noms, mais de dire un peu au niveau des vice-présidents et vice-présidentes que le fait qu'ils représentent l'amont, l'aval, des petites communes, des grosses communes, ça veut dire qu'au sein de ce syndicat, nous savons, nous, en même temps, puisque c'est une formule célèbre, en même temps, allier l'unité et la diversité du territoire. Mais nous, c'est sans compromis, je tiens à le dire. Nous sommes autant diverses qu'unis. Voilà. Alors évidemment, dans cette nouvelle année, il y a des nouvelles façons de faire des discours. Tout le monde a remarqué ça. Grâce à l'intelligence artificielle. On ne peut pas battre l'intelligence artificielle. J'ai demandé à ce qu'elle me fasse un discours. Si. Alors, il y a deux caractéristiques essentielles. C'est aussi brillant que creux. Si vous devez garder une image, c'est un verre en cristal. Ça brille, c'est creux. Caractéristique du verre en cristal, c'est fragile. Donc, nous, on est plus près du terrain. Donc, je pense que mon discours sera moins brillant que l'intelligence artificielle. J'ai essayé qu'il soit un petit peu moins creux, de façon à être peut-être un peu plus robuste et un peu plus réaliste. Voilà. Vous me direz à l'arrivée si j'ai réussi. Voilà. Traditionnellement, on fait le point sur les années 2023-2024. Et il y avait aussi un des points où je me suis beaucoup interrogé avec l'intelligence artificielle, c'est quand vous devez donner une tonalité optimiste ou moins optimiste à un discours. Alors je dois dire que l'année, je vais en parler, 2023-2024, il faut rester optimiste. Il faut rester d'autant plus optimiste que nous faisons quand même face à un certain nombre de difficultés. Alors, en 2023, on a continué à agir, je dirais, comme on va dire les autres années. Je vais quand même reprendre quelques points importants. Donc on a agi grâce aux équipes du syndicat et on a agi aussi beaucoup grâce à toutes les sociétés avec lesquelles nous travaillons, puisque le syndicat est avant tout une sorte de chef d'orchestre, d'animateur, d'organisateur. Mais bien évidemment, on a besoin à la fois de ressources techniques et humaines diverses, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur de nombreuses sociétés que je remercie d'être présentes. Nous faisons, comme je l'ai dit, des grands chantiers, puis qui parfois sont un petit peu particuliers, mais nous le faisons toujours dans une optique un peu générale. C'est ce que je parlais tout à l'heure de l'unité et de la diversité. Je dois dire qu'en 2023, on a fait un gros effort sur tous les schémas directeurs. Ça, c'est un point important. Schéma directeur d'assainissement, c'est-à-dire avoir une vision globale au-dessus même, je dirais, de l'organisation des réseaux d'une commune, voire même d'une communauté d'agglomération. C'est le niveau au-dessus en termes d'organisation technique. En matière aussi de vision sur la rivière, si on veut aménager la rivière, on n'aménage pas un petit bout indépendamment du reste de la rivière. Donc il y a eu de très gros efforts de fait sur ces schémas directeurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous caractérise un peu parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons, comme quelques syndicats voisins, mais c'est beaucoup moins général en France, je dirais aujourd'hui des schémas directeurs globaux sur tout notre territoire, que ce soit sur l'aspect rivière, sur l'aspect assainissement, mais ça va au-delà, par exemple sur des plans paysages, l'accueil du public, les plans de gestion de toutes les surfaces que nous avons. Donc ça a été un des points forts de 2023. Un autre point fort, ça a été un énorme chantier qu'on a fait avec l'entreprise SAD, qui a été le doublement j'en avais déjà parlé, mais du collecteur intercommunal d'Athis-Mons, enfin qui passe à Athis-Mons. Bon, caractéristique pour ceux qui sont grands dans la salle, ils peuvent passer dans le collecteur, puisque le collecteur fait quand même 2 mètres de diamètre. Voilà, pour vous dire que ce n'est pas du petit tuyau communal. On le fait sur 700 mètres, et à l'arrivée, ça coûte 7 millions d'euros. Et nous avions fait, non pas le pari, mais je dirais le calcul raisonné de lancer un marché de conception-réalisation, c'est-à-dire de ne pas passer par un bureau d'études qui dit ce qu'il faut faire, après une entreprise qui fait,
et qui bien évidemment vous dit qu'il aurait fallu faire autrement pour plus cher. Ça c'est l'exemple de l'organisation dès que c'est un peu complexe. Et donc on a fait un marché de conception-réalisation pour que l'entreprise soit à la fois responsable de la conception et de la mise en œuvre de la conception qu'elle vous a proposée. À l'arrivée, je dois dire, je remercie à la fois l'entreprise et nos équipes pour ce travail parce que nous n'avons pratiquement pas eu de dérive et je dirais même une dérive inférieure à ce qu'a été l'inflation. Pour un chantier de 7 millions d'euros, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent se vanter d'avoir une dérive inférieure à l'inflation. Pour des raisons d'inflation, pour des raisons techniques, etc. Voilà. Nous gérons toujours plus, maintenant on va essayer de stabiliser, mais quand même à la fin 2022, on avait rajouté une station d'épuration. Donc aujourd'hui, sachez que nous gérons quand même 18 stations d'épuration. Donc c'est quelque chose d'important. On a repris, on va dire, en gestion, en partenariat avec le CIAL de Brice. On a lancé aussi autour de ça quelques initiatives. Est-ce que ça aboutira? On verra, comme la méthanisation. Parce que la méthanisation, tout le monde est pour, c'est intéressant, à condition de la faire dans un endroit que tous les élus connaissent, un célèbre endroit que nous avons tous dans nos plans locaux d'urbanisme. Où mettons l'usine de méthanisation? Nulle part. Non, ailleurs. Non, pas nulle part, ailleurs. C'est un lieu parfaitement déterminé. Ailleurs. Voilà. Alors on a continué, je parlais tout à l'heure, j'ai dit il faut être dans le concret, nos activités besogneuses. Donc besogneux, ça veut dire faire beaucoup d'efforts, c'est gagne petit, ça se voit pas, bon voilà, pour les contrôles de branchement. Donc ça, c'est un travail, comme j'ai dit, il faut faire des tranches, on en fait quelques centaines chaque année, on fait ça maintenant depuis 15 ans et je dois dire que ça donne quand même des résultats parce qu'on voit qu'on a de moins en moins de fluctuations de la qualité de la rivière quand il y a des épisodes pluvieux ou des choses comme ça. Ça fluctue encore un peu, mais de moins en moins, et c'est dû au fait qu'il y a de moins en moins d'apports d'eau usée sauvage lors des débordements dans la rivière. Alors, c'est vrai qu'on a décidé de céder, de prendre nos responsabilités avec tous les élus que je remercie, puisque on est quand même, c'est pas encore très fréquent, mais nous appliquons le doublement de la redevance d'assainissement pour ceux qui refusent de se mettre en conformité. Et comme la loi, monsieur le sénateur, avait permis qu'on passe au quintuplement, pour vraiment les récalcitrants parmi les mauvaises têtes, eh ben nous honorons les récalcitrants parmi les mauvaises têtes d'un quintuplement de la redevance d'assainissement. On a préparé aussi, dans cette année 2023, un certain nombre, je vais revenir, d'études pour des futurs chantiers qu'on a parfaitement identifiés à travers des schémas directeurs préalables, maintenant les grands schémas directeurs que nous avons, que ce soit en amont, à Saint-Chéron, à Saint-Martin-de-Brétancourt, ça va commencer, des réhabilitations de stations d'épuration, parce que celles que nous avons récupérées, et nous l'assumons auprès de petites communes, c'était en général pour les réhabiliter, que ce soit à Vaugrigneuses, que ce soit à Forêt-le-Roi, etc. Voilà, donc ça on l'a continué. Par ailleurs, sur la rivière, d'un côté, il n'y a pas eu de gros travaux, on a eu de grosses études, mais on se prépare. Par exemple, pour les inondations, on avait modifié il y a quelques années nos plans de gestion de crise. Et donc là, on a fait des simulations qui s'est bien passé, mais c'était une simulation en journée, par beau temps, donc ça s'est bien passé. Donc j'ai demandé au syndicat, j'ai dit la fois prochaine, on va élever notre niveau d'exigence. Et la simulation, elle sera déclenchée petit 1 à l'improviste, petit 2 de nuit, petit 3 par temps de pluie. Et là, on va voir ce qui se passe. Ah oui, rien ne prouve qu'à l'avenir, quand il y aura une crise, elle tombera au bon moment. Donc je crois que c'est bien de se préparer au bon moment, mais c'est bien aussi de se préparer, ou tout le moins de tester au pire moment pour voir comment ça se passe. Je peux vous dire que des problématiques de gestion au bord de la rivière, et je vois, c'est un exemple, de nuit, il faut mettre de l'éclairage. Le sol glisse, etc. C'est tout autre chose que de le faire en journée. Mais il faut qu'on s'y prépare. La météo, elle est ce qu'elle est. Voilà. Par ailleurs, on a commencé à réfléchir à la refonte de nos systèmes de télégestion. Système de télégestion, aujourd'hui, il y a 2 composantes qui sont incompatibles et différentes, parce qu'elles ont été conçues différemment, entre l'ex-CIPSO et l'ex-CIVOA. Donc on voudrait faire un système unique, rationnel,
pour gérer l'ensemble de nos outils de surveillance, de télégestion, c'est-à-dire de pilotage à distance, et si possible, y mettre aussi la surveillance d'un certain nombre de nos stations d'épuration, de façon à avoir un système global de télésurveillance et de gestion. Le résultat, c'est qu'on continue, on peut piloter la rivière. J'ai parlé tout à l'heure des contrôles de branchement, et nous avions historiquement identifié un certain nombre, alors on les qualifiait de points noirs, c'est-à-dire de canalisation d'eau usée, d'eau pluviale, vous allez comprendre pourquoi j'ai bafouillé, d'eau pluviale qui arrivent dans la rivière et qui sont très chargées en eau usée. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on peut vous inviter à faire une petite visite de la rivière en regardant tous les tuyaux d'eau pluviale qui arrivent. Et vous verrez que vous pouvez en avoir tous les 100 mètres, je dirais, voire même parfois tous les 10 mètres en zone urbaine, vous avez des tuyaux d'eau pluviale qui arrivent. Certains sont chargés en eau usée. Donc on a pris ceux qui étaient les plus chargés en eau usée, on a remonté pour trouver d'où ça venait, et avec les communes et les communautés d'agglomération, on s'est fait un programme de 10 zones où manifestement il y a plus de problèmes que dans les autres pour essayer d'aller au fond des choses. Quand je dis au fond des choses, c'est forcer les contrôles de branchement et après forcer les mises en conformité, y compris en tordant un petit peu le bras. Pourquoi ? Parce que le problème auquel on fait face, c'est que les gens qui envoient des eaux usées dans les réseaux d'eau pluviale ne le savent pas forcément. Et c'est coûteux à rétablir, à remettre dans l'ordre. Donc il faut informer, il faut expliquer qu'on peut subventionner, mais même si c'est difficile, il faut le faire. Voilà. Sur la rivière, on va passer à une deuxième étape aussi. On a supprimé des clapets, c'est-à-dire des obstacles à l'écoulement. Actuellement, on s'intéresse de près, on va pouvoir terminer aux obstacles à l'écoulement, donc à Saint-Germain-les-Arpajons. On supprime un clapet, on fait un dossier loi sur l'eau pour l'administration et on supprime un clapet. Il y en avait un deuxième. Que demande l'administration ? Attendez, vous avez supprimé le premier, pendant un an on va voir ce qui se passe, et après on présentera le dossier pour supprimer le deuxième. On fait des études hydrauliques, on prévoit tout, mais je dirais on n'est jamais trop prudent, ça c'est clair. Hein, donc voilà. Donc je sais pas, il y a cette carte de la lenteur qui est devenue un bénéfice, mais le problème de la lenteur, c'est que parfois on voit avec les événements qui se produisent actuellement, à trop jouer sur la lenteur, après il faut passer à des phases d'accélération brutale pour certaines réformes, n'est-ce pas, monsieur le sénateur ? Et d'autant plus, et quand on fait des accélérations brutales, on risque de déraper. Voilà. Donc est-ce que c'est vraiment toujours bon de faire prévaloir l'extrême lenteur, la totalité des précautions, quand le risque est quand même, soyons clairs, là, notre histoire de Clapet, vous voyez, un peu de mal à voir vraiment quel était le risque qu'on prenait. Hein, bon, on nous dit mais il faut être lent. Parce qu'on ne sait pas le risque que vous n'avez pas découvert. Donc il faut prendre du temps pour essayer de découvrir le risque ou le problème que vous n'auriez pas vu. Bon, il y a un moment, il faut peut-être quand même qu'on arrête. Voilà. Je vous ai parlé, on a pris un certain nombre de schémas, le plan paysage, et on va essayer de décliner ça avec aussi une révision, j'en avais parlé, de la manière de gérer nos vallées. Entre autres, on a pris un certain nombre d'initiatives pour faire de l'apport volontaire dans la vallée, en essayant d'inviter les gens à garder quelques dizaines ou quelques centaines de mètres leurs détritus, à les mettre dans des poubelles, plutôt que de nous les éparpiller le long des chemins. Hein. Et ça a l'air de marcher. Il faut être optimiste, ça a l'air effectivement de marcher assez bien. Alors, on fait tout ça, et vous le verrez aussi, on a pris une initiative, donc ça c'était, je dirais, à travers la région, puisqu'on a conjugué, vous savez, il y a des projets, la région subventionne des projets, on va dire, d'initiative locale, on va les appeler comme ça. Hein. À peu près toutes les communes ont eu ce genre de projet, et nous est venue, par différents concours de circonstances, l'idée de vouloir mettre des œuvres d'art dans la vallée, grâce aux appels, à initiatives locales. Et de ce fait-là, on a mis un certain nombre de sculptures en bois dans la vallée. Donc je vous invite à les découvrir. Elles sont, on va dire, sur l'itinéraire Sainte-Geneviève, Saint-Michel, c'est un long pont, Villiers, sans trop rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous dire où elles sont, hein. Il faut y aller pour les voir, etc. Tout ceci se fait, je l'ai dit,
dans un souci de très forte exigence, et nous avons en 2023 obtenu en quelque sorte la confirmation de notre triple certification qualité. C'est important, ça nous oblige à ne pas nous relâcher sur la manière dont on travaille. Voilà. Alors, après toutes ces réalisations, on a envie de se dire que ça va continuer comme ça. Ah non. Malheureusement, ça c'était la partie intelligence artificielle, tout ça c'est beau, il faut être optimiste, etc. Bon, malheureusement, les choses vont être beaucoup plus compliquées dans le futur, tout simplement parce qu'on va être victime d'un effet ciseau assez violent, à savoir que à la hausse, ce sont les exigences réglementaires et les projets que nous voudrions mener. On a fait beaucoup d'études, on a beaucoup de projets, etc. Mais nous n'avons pas les moyens de les financer et on ne peut pas se retourner auprès ni des habitants à travers la redevance d'assainissement, ni des collectivités pour leur dire il suffit de nous donner plus d'argent. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il faut savoir que nous allons être conduits à faire un certain nombre d'arbitrages, c'est-à-dire de différer dans le temps, voire de redimensionner, je le dis tout de suite, un certain nombre de projets, parce que nous ne pourrons pas, on sait ce qu'il faut faire, mais ça ne donne pas forcément les moyens de tout faire. Pour ça, je vais rencontrer tous les chefs de service pour qu'on arrive à voir là où on peut, je dirais, se réorganiser pour être plus efficient. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets et c'est une des problématiques qu'on a eues pour notre budget. Nous ne sommes pas capables de financer tous les projets que nous envisageons et donc il va falloir là travailler sur l'efficacité, c'est-à-dire voir ceux dont l'impact, commencer par ceux dont l'impact, c'est-à-dire le bénéfice sur l'environnement d'une manière générale, c'est-à-dire la réduction d'apports d'eau usée, seront les plus pertinents, on va dire. Voilà. C'est pas aussi simple que ça sur des projets, de pouvoir évaluer de manière objective la pertinence. Mais il va falloir qu'on le fasse. Donc on va aussi faire une réunion avec certains vice-présidents pour identifier tout ça. Alors cela, on le fait, je tiens à remercier avec, comme je l'ai dit au début, avec des équipes, à la fois des agents des syndicats, à la fois un peu contraints par les normes qualité, mais en même temps ça oblige tout le monde à être extrêmement performant, les vice-présidents, que je remercie beaucoup de leur implication, les sociétés qui nous apportent leur savoir-faire. Donc c'est ce travail collectif que nous faisons. Et avant de vous présenter nos vœux, une citation sur finalement les contraintes que nous devons respecter. Alors, les contraintes pour moi, c'est la détermination et l'audace. Donc première contrainte, la détermination. Pareil, je vais prendre un proverbe chinois bien connu. L'eau n'oublie pas son chemin. Notre détermination, c'est ça. Malgré l'effet ciseau, l'eau n'oublie pas son chemin. L'audace, me direz-vous. Qu'est-ce que c'est que l'audace? Comment trouver un proverbe chinois sur l'audace? Il y en a un qui s'impose tout de suite. Le courage de la goutte d'eau, c'est d'oser tomber dans le désert. Ça, c'est du courage. C'est ce que je nous souhaite, d'être aussi courageux que ça. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de tout le monde. Il me reste à souhaiter à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos collègues, à vos proches, à tous ceux que vous rencontrez, de la réussite, de trouver le bonheur, de l'énergie, de la santé et que vous ayez toutes vos satisfactions attendues, souhaitées, occasionnelles, à titre personnel et professionnel. Merci beaucoup.